Alors, je vous ai mis un petit schéma de Ellen Lupton qu'on trouve dans son livre Scrabble pour vous montrer ce que c'est que le design graphique et comment il est dirigé et il est divisé, il s'articule dans plein de domaines différents qui vont des systèmes d'écriture, la typographie, des processus d'impression, l'art commercial, webcube, jusqu'au tangible, do it yourself, à l'intelligence artificielle ou à Internet. On va essayer de faire un peu un panorama avec tout ça, mais grosso modo, je vous propose qu'on étudie comment le design graphique va former les représentations et les imaginaires en agençant des éléments qui sont d'un côté textuel et de l'autre côté des images. Dans le texte, il y a à la fois les processus, les systèmes d'écriture et la typographie. Dans les images, les représentations, qu'elles soient dessins ou photos. Évidemment, les vocabulaires formels qui sont Alors, en tant que designer graphique, on a déjà un premier pouvoir qui est celui de la couleur, qui est quand même un super pouvoir, il faut le savoir, puisque nous avons la possibilité de faire en sorte qu'une couleur vaille plus que l'autre. Le rose que vous voyez là vaut 7% en moyenne plus cher que le bleu. Du moins dans les magasins, puisque quand vous faites le tour, et je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle Pépites Sexistes, qui recense ce qu'on appelle la taxe rose. Et en fait, vous voyez que vous avez exactement les mêmes produits. Par exemple, cette calculette à gauche qui est à 8,99 €, à droite pour une bleue à 5,99 €. Ces magnifiques radio réveils qui ont 10 € d'écart, les dentifrices, les tablettes pour enfants, etc. C'est quand même un super pouvoir qu'on a de faire en sorte que le rose soit plus cher. Alors, il est également plus cher. Encore plus cher si c'est pour les jouets d'enfants, 11% quand même. Alors là, je vous ai mis un travail d'une artiste coréenne qui a fait le tour pendant 10 ans des chambres d'enfants. Elle a commencé son travail en voulant photographier les jouets de sa fille en se disant que c'était vraiment trop monochrome et que c'était quand même problématique. Elle a fait le tour des petits camarades. Puis elle est partie aux États-Unis, elle a fait le même travail. Et en fait, vous avez un panel de chambres monochrome, bleu ou rose comme ça. Le problème de cette taxe rose, en plus de faire dépenser plus d'argent, c'est qu'en fait, on n'a pas le même pouvoir de rendre le rose plus valeureux quand il s'agit de payer les femmes à égalité avec les hommes, puisque on dépense en moyenne 7% de plus pour les objets genrés. En revanche, on gagne 24% moins que les hommes. Et sur un temps de travail équivalent, 15% de moins quand même en 2022. Cette taxe rose, elle est fondée sur le marketing genré dont on vient parler, qui en fait permet de segmenter le marché et de vendre 2 fois plus d'objets, des objets plus chers. Kevin Pido, vous voyez en bas à droite, a fait toute une étude sur le pourquoi ça continue, parce que c'est quand même épinglé par les universitaires, par énormément d'organismes. Et en fait, il a fait ce schéma en bas qui montre comment on performe une identité de genre et comment le collectif attend d'une femme qu'elle consomme de manière féminine. Par exemple, vous avez là, c'est assez bien fait, la jauge de féminité qui est complètement full à droite si on a acheté plein d'objets considérés comme étant féminins. Et en fait, la pub, grosso modo, le marketing et le graphisme également vont s'imprégner de ces stéréotypes pour court-circuiter le cerveau, exagérer, simplifier, standardiser. Et en fait, ça nourrit les stéréotypes qui vont renourrir ces représentations, qui vont renourrir les stéréotypes. On ne peut pas dire que la pub est la cause, en fait, des stéréotypes. En revanche, elle est le reflet d'une société et elle l'encourage. Alors, j'ai fait le test la semaine dernière, de demander à un générateur de logos, design.com, de me faire des logos féminins d'un côté et masculins de l'autre. On voit que ça vérifie ce que Aude disait tout à l'heure, déjà en termes de couleurs. On a sans surprise à droite des couleurs pastel, à gauche des couleurs plus denses. Qu'est-ce que ça veut dire de couleurs pastel? C'est que c'est aussi plus discret. Et on est aussi à droite des couleurs qui rappellent plus le corps, la chair. Alors la chair occidentale, quand on parle de couleur chair, il faut quand même voir que c'est pas clair dans les cheveux. Il y a quelques éléments plus sombres, mais en fait, ils sont toujours, c'est toujours des éléments qui sont faits pour faire rejaillir du rose ou du violet, quasiment. Alors qu'à gauche, on va avoir les teintes sérieuses, posées,
grise, bleu métallique, qui sont plus industrielles aussi. En termes de mascotte, je vous ai repris juste les mascottes qui sont sur les logos. Nous avons de manière assez obsessionnelle sur ce site, à gauche, la représentation de ce que c'est qu'un logo masculin. C'est 4 fois, j'avais 35 logos de chaque côté. 35 logos de chaque côté, 4 fois Atlas. Atlas, c'est qui? C'est un titan, fondateur de la mythologie. Quelqu'un de très fort, qui symbolise la puissance et qui porte rien moins que la voûte céleste sur ses épaules. Puis, à droite, nous avons quelqu'un qui n'a pas de prénom ni de nom, qui juste une culotte anonyme portée sur un bout de corps. Et si on descend un petit peu dans la représentation, on a à gauche, là, après avoir Atlas, on a un bodybuilder, un détective, quelqu'un de rusé, un viking, parce que quand vous voyez des garçons, on a des vikings, ils pensent non. Et sinon, en homme lambda, on a un barbu ici. Alors qu'à droite, on va avoir d'abord un bout de corps, puis un autre bout de corps, mais cette fois de l'autre côté, ou un œil extrêmement maquillé, des corps morcelés, ou alors des accessoires, une robe, un diamant, un sac à main. En fait, la femme va être tout de suite associée à la consommation, au sexy et à la beauté. Et quand on a des femmes lambda, elles n'ont pas de rôle particulier contrairement aux détectives, elles ont pas toujours un accessoire, un chapeau, des boucles d'oreilles. Et il y a également ce rapport à la nature qui arrive parce que la femme, comme on sait, est un être naturel. Quand on analyse les typos de ces logos-là, on voit qu'à gauche, j'ai marqué la même chose pour les jeux de chambre. Et donc, quand on récupère juste les nattes qui ont servi pour faire une hologramme au-dessus, on a des J extrêmement solides, structurés, forts, épais d'un côté, là où on a de la rondeur et de la générosité d'un côté, ou alors de la discrétion et des chasses qui sont qui prennent beaucoup moins de place, encore de la discrétion, de la couleur est discrète et en plus la typo est discrète. On voit ça également pour les éléments graphiques, puisque vous voyez déjà des formes aussi, d'un côté sont stables, posées, angulaires, et de l'autre côté, rondes ou font des petits cœurs. Alors je me suis dit, c'est quand même, c'est peut-être un site vraiment pas très intéressant. Alors voir plutôt sur MyFont, qu'est-ce qu'il me propose quand je lui demande une typo masculine ou une typo féminine. Les 2 premières typos qu'il me propose MyFont en typo masculine, c'est la DIN et l'univers. Là, on revient sur la. Et de l'autre côté, vous avez ces 2 typos, Feminine Grace et Stylish, dont je n'avais jamais entendu parler. D'un côté, je ne vais pas vous faire l'histoire de la typo, mais quelque chose d'extrêmement structuré et qui marque l'histoire de la typo. Et de l'autre côté, des typographies ornementales, décoratives et qu'en dirait plus. Et après, je suis allée regarder un petit peu ce que me disait MyFont sur l'usage et l'historicité de ces typos-là. Alors déjà, l'usage, si je veux décliner mon logo masculin ou décliner ma masculinité, j'ai énormément d'usages de graisses différentes, par exemple, que ce soit pour l'univers ou que ce soit pour la DIN. Alors que de l'autre côté, je n'ai pas de variante. Pas aller bien loin pour décrire le féminin. Et j'ai trouvé ça rigolo, on ne peut pas l'écrire en capital, le féminin. C'est bien illisible, et moi dans une des 2 typographies. Ensuite, ce que me dit MyFont quand il décrit les typographies, la DIN, la DIN, ça a été fait dans les années 30, c'est la FFDIN qui a été faite en 95, qui est une réinterprétation de la DIN. La DIN, c'était une typo qui avait été faite au début pour normer l'intégralité des typographies, et notamment signalétiques en Allemagne. Et là, il me dit, on vient parfaitement à la publicité, normale, à la rédaction, à l'édition, au logo, à l'image de marque, aux industries créatives, aux affiches, aux panneaux d'affiches, aux petits textes, à l'orientation, à la signalisation, ainsi qu'à la conception et la site web d'écran. De l'autre côté, ça conviendrait parfaitement pour les images de marque, de mode, d'e-commerce et des blogs tendances. Je regarde sur l'univers. Qu'est-ce que c'est que l'univers? Juste l'une des plus grandes réalisations typographiques de la seconde moitié du XXe siècle. Et grâce à ses formes claires et objectives, c'est une compétence rationnelle. Et en termes d'usage, convient à presque tous les besoins typographiques. Alors que de l'autre côté, pour celle-ci, j'ai idéal pour créer des invitations de mariage. On voit bien que le masculin peut se répandre partout parce que c'est la neutralité, l'efficacité, la rationalité, là où la typographie dite féminine va être ornementale, décorative et pas très essentielle.
j'ai fait pierre sur un générateur de logos qui argumentait les logos. Puisque dans mon enseignement de graphisme que je fais depuis quelques années, je demande à mes étudiants d'argumenter leur choix. Là, ce générateur argumente ses choix. Je vous passe... Enfin non, je ne vous les passe pas, mais vous pouvez voir déjà les logos qui servent outre la dimension esthétique. On ne va pas juger sur le choix des représentations. C'est quand même plutôt intéressant. Et après, sur le choix des argumentaires, j'ai relevé les adjectifs. D'un côté, on a habileté, maîtrise, vulnérable, pouvoir, bravo, domination, puissance, 5 fois, professionnalisme, travail, labeur, productivité. Si c'est élégant, c'est parce que c'est humoristique. Loyauté, confiance, courageux, quelqu'un de votre côté. Élégant, délicat, raffiné, délicat. Attirer l'attention tout en étant élégante. Il s'agirait de ne pas non plus être un peu trop, vous voyez. Et on a à nouveau une deuxième fois audacieuse mais élégante. Je vous ai fait un zoom sur les plus parlants. Nous avons à nouveau j'ai dit ça parce que vu l'époque qu'on vit en ce moment, c'est quand même intéressant de voir ce que ça se comprend comme imaginaire en Amérique. Hein. Nous avons d'un côté l'archer, c'est un mode d'habileté et de maîtrise. Je ne sais pas, messieurs, si quand vous pensez à vous-même, vous dites je suis un archer à vous-même ou un viking sauvage dont la nature négligée et inventée évoque des sentiments bruts de masculinité que la police nette va équilibrer le tempérament sauvage de l'homme. Là où de l'autre côté, nous avons une femme enceinte, parce qu'une mère, une femme, c'est soit une mère, soit une attitude flirteuse, fun avec un soupçon d'explosion. C'était concernant. Je me suis dit, c'est parce que c'est un générateur où il y a des stéréotypes, c'est de l'intelligence artificielle, à donc voir plutôt ce qu'il y a dans mes frigos. Et donc, en fait, si je crée le panel de mon frigo, j'ai pris cette slide en vrai à l'atelier Vaudard, un atelier parisien qui travaille beaucoup sur les types de blanc. Vous avez d'un côté grand-mère qui sait faire un bon café, grand-mère qui sait faire un bon café, bonne maman, Malinova, qui sont en fait des logos avec un nom anonyme, mais une fonction maternelle qui est très poussée, là où de l'autre côté, on va avoir un patronyme avec un prénom, un nom, ou alors s'il y a juste un nom, en revanche, c'est Captain Lilou, père d'Obu, avec une fonction professionnelle. Cette fonction professionnelle m'a fait penser, je me suis dit, il n'y a pas, Monsieur Propre qui a un patronyme, Monsieur Propre, et puis la fonction est de même dans son patronyme. C'est un professionnel, c'est l'expert. Alors, j'ai cherché de l'autre côté, j'ai trouvé cette Paulette qui s'avère être une mamie Paulette, en l'occurrence. Et à l'arrière de la bouteille, elle nous explique que c'est une grand-mère. Alors, je me suis interrogée sur la représentation, hormis le fait que ça ne soit pas très bien dessiné. Elle a quand même ses sprays en main. Et je me suis dit, mais en fait, on n'a jamais vu Monsieur Propre nettoyer. En fait, Monsieur Propre ne nettoie pas. Je suis allée chercher des cuves de l'époque. En fait, Monsieur Propre ne nettoie pas. En revanche, vous avez Mamie Paulette, elle nettoie. Et elle se présente elle-même en disant, je suis une petite bonne femme simple qui aime que 3 choses, rendre le ménage facile et agréable, me ronfler la taille, je ne sais pas quoi. Alors que de l'autre côté, alors j'ai marqué Chamion, c'est quel show, Monsieur Propre, quel show. Alors vous allez me dire, c'est une queue des années 50, on est plus là, etc. Alors là, en l'occurrence, c'est vraiment dans les tiroirs. J'ai acheté là. Vous avez une chance à voir. Et en fait, en regardant en détail, ça, c'est des choses qui ont été rééditées en 2019. C'est une marque qui existe depuis longtemps. Vous avez l'expert qui est là, qui s'appelle Jacques Briochin, qui est droguiste depuis 1919. Alors, il y a sur certains éléments, on voit sa tête. Alors lui, il y a une vraie photo avec une tête, il nous regarde, il est souriant et on est vraiment en interaction avec lui. Alors que sur les produits ménagers, quand ils viennent de femme, elle ne regarde pas, elle est toute accaparée par son ouvrage et elle ressemble curieusement à Blanche-Neige. Alors qu'on est quand même sur des marques de 2019. Ça, c'est du branding qui a été fait actuellement. Vous voyez que vous avez l'expert d'un côté et la petite bonne femme simple dans la même gamme de marques. Ça repose sur des archétypes qui ont nourri la publicité depuis des années. Alors, vous allez connaître pas mal de pubs comme ça. Je vous les ai remises. Le premier stéréotype, c'est la femme au foyer, la ménagère. Alors, vous avez ces pubs à creuses des années 50. Et ça continue, en fait, là, même dans les années 2010, où vous avez la femme qui a un problème de machine à laver, qui va aller voir l'expert Calgon qui va lui expliquer comment réparer sa machine à laver. Et les experts, en fait, sont
90% masculin, que ça soit pour le gencive, que ça soit une carglass, à la limite c'est plus genre les voitures, mais en fait l'expert est quelqu'un de masculin, y compris. Alors là ça change un petit peu. J'ai pas pris le temps de faire une slide là-dessus sur les serviettes hygiéniques, mais je vous recouvre dans un livre fantastique sur le marketing de la honte et l'inspiration. Vous aviez des experts qui venaient vous expliquer comment appliquer le sang bleu sur les serviettes hygiéniques. Le deuxième stéréotype, c'est la ravissante idiote. Vous avez ces pubs des années 50 qui sont reprises, en fait, même par Darty, je crois, dans les années 2010. Face à la technologie, on est tous un peu blancs parce qu'il faut savoir que, en fait, cette ravissante idiote, elle est surtout idiote quand il s'agit de technologie, ordinateur, voiture, bricolage. Et c'est toujours traité sur un ton humoristique parce que c'est drôle, les blagues sexistes. Alors celle-ci, oui, nous vont aussi aux femmes avec deux post-it à gauche, à droite. En fait, ils ont fait toute une série, je vous ai mis que celui-là. Je vous ai juste mis une petite stat que j'ai trouvée dans ce livre passionnant qui s'appelle « Le coût de la virilité ». En fait, 84% des accidents de voiture sont provoqués par les hommes. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont un cerveau moins bien fait que le nôtre. J'aurais envie de dire ça, mais c'est pas le cas. En fait, c'est juste que cette virilité, ces stéréotypes de genre, en fait, leur posent des problèmes à eux aussi, puisqu'ils sont encouragés à avoir une conduite qu'on a vue comme audacieuse, forte, un King, là où les femmes sont encouragées à prendre soin et à être un petit peu plus dans une situation, ce qui fait deux types de conduites différentes et deux types de relations avec ces voitures différentes. Le livre fait vraiment la somme en fait du coût social, ce que coûte la virilité, y compris les entraînements, les meurtres, etc. C'est hyper intéressant. Troisième archétype qu'on connaît peut-être plus, la femme objet. Alors je vous ai quand même mis dans la femme objet comment est-ce que la femme objet, la grammaire visuelle en tant que graphiste, comment est-ce que directeur artistique vous allez objectifier une femme? Vous avez le corps tronçonné, on l'a vu beaucoup dans les logos, c'était des nez de corps. C'était rarement une femme en entier. Là, en fait, c'est le cas aussi pour les pubs. Vous avez, quand la femme est un peu plus entière, une posture asymétrique, beaucoup de passivité, un regard ailleurs, retenez ça, un regard surplombant, vous voyez que là, on est sur la planchette, et l'autocontact, comme j'adore, parce que je vais toucher dans ma main avec la langue, l'épaule, même et la position du produit aussi, souvent quand on se parfume, on met ça. C'est nous, mais on met notre parfum sur les seins. Je voulais vous faire un petit quiz sur cette pub. À votre avis, qu'est-ce que peut vendre cette pub? Parce que l'autre truc pour objectiver la femme, c'est les femmes, c'est la nudité, évidemment. Alors, je vous ai remis cette affiche mythique de cette femme, une pipe, un verre. Ceci étant dit, chez Gucci, on est quand même un petit peu sur le Jackie émiré avec sa sangle web signature de la maison, le parfait nouvel accessoire pour tous les looks de la journée. Pourquoi est-ce que le look de la journée est dans son stick? On sait quand même. Et dans cette pub-là, franchement, si moi, je connais la marque, si vous arrivez à savoir pourquoi c'est fait, je vous donne 40 balles. C'est pour une moquette. Ouais. Mais une moquette qui protège les fonds marins, il n'y a pas d'algues dedans. Après la nudité, on passe à l'hypersexualisation. Ça commence même dans les années 50. Voilà, que vous dire? Ça, c'est de la whey, c'est des protéines pour la musculation. Là, on est évidemment sur la clé de voiture de course. Sur de Axe pour hommes, c'est du savon. Colement mur, je crois que c'est des cabrages. Ouais, c'est ça. Et Tom Ford qui a inventé le port chic dans les années 90 pour faire bouger les marques et les faire réagir. C'est édifiant. On est là sur une hypersexualisation de la disponibilité sexuelle des femmes et une mise en évidence. C'est pareil, vous voyez que c'est juste des bouts de femmes. Et en fait, on arrive quand même aussi à des représentations qui peuvent aussi dater depuis les années 50 où on va être de la soumission jusqu'à la violence sexiste. Et vous avez là la femme qui qui amène le café à son homme. Show her a silent way. If your husband ever finds out you are not store tasting for pressure coffee, non. J'aime que tu fumes la pipe et j'adore l'arôme unique de plantes. Et en fait, il y a une continuité comme ça. Alors, ça, c'est comme terrible. Keep her where she belongs. L'état sauvage. Et puis là, c'est quand même édifiant. It's nice to have a girl around the house.
Et voilà, après, c'est repris jusqu'à donc là, la soumission, jusqu'à la moitié strangulation chez Duncan Quinn. Bon, là, je pense qu'il enterre sous les cheveux d'un femme, carrément des carnets dans le morceau, dans ce trou, et jusqu'au visuel de tourmente. On est quand même sur un message transmis qui représente de façon sous-jacente les femmes comme étant la propriété ou la proie de l'homme, où il encore fait allusion à la violence, où vous voyez à cette continuum de la violence qui s'affiche dans les publicités.